Si l'année dernière j'ai parlé de la manipulation du smartphone, cette année j'axe plus les choses sur la position que nous pouvons avoir en tant qu'individu, pas forcément artiste ni designer, par rapport à la question de l'art. Et l'hypothèse de cette conférence est que l'art nous permet d'avoir une vision du design qui ne soit pas une vision élitiste. C'est une conférence qui a une dimension un petit peu politique. Je vais essayer de montrer comment la définition de l'art, la définition du design, c'est d'abord des histoires de point de vue, de quel point de vue on se place. Et quand on va comprendre ces deux points de vue, on va mieux identifier comment, au quotidien, en fait, on peut, nous, dans nos gestes simples, avoir en fait une posture artistique sans que cette posture soit pourtant identifiée comme telle, parce que c'est vraiment le problème, contemporain. Comme dit Pierre-Damien Huyghe, qui est un philosophe qui travaille à Paris, à la Sorbonne, qui a fondé un laboratoire qui s'appelle l'État. Un jour, il a fait un petit texte qui s'appelle Éloge de l'aspect, et dans ce petit texte, il parle en fait des situations, par exemple quand vous êtes au supermarché et que vous choisissez vos produits. Prenez vos biscuits, vos légumes, votre viande, et vous êtes devant un rayon, en fait, et vous avez des choix à faire. Et ce qu'il explique très finement, c'est qu'en fait, ce sont des situations esthétiques, au terme de sensible, au terme philosophique du terme. Un petit peu comme quand vous allez au musée, en fait, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment un choix sensible à faire. Vous avez des packagings différents, etc. Donc c'est une espèce de musée du quotidien, sauf que ces situations esthétiques, c'est ce qu'il explique, ne sont pas identifiées comme telles. Et donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce problème d'identification. D'où vient cette identification? Vous voyez, c'est-à-dire que à un moment donné, dans des époques données, on va identifier un certain nombre de choses. Si depuis la Révolution française, nous avons acquis la liberté d'expression, l'individu continue de s'en remettre au choix de consommation imposé par le système marchand. C'est ce que je vous ai dit par rapport à la notion d'identification. Comme si, somme toute, le langage des objets de la vie courante, alimentaire, domestique et technologique, n'était pas en soi une expression. C'est-à-dire quand vous allez au supermarché, on n'est pas en train de vous dire que vous faites une expérience esthétique, hein, vous allez juste au supermarché. Celle-là même étant alors, par postulat politique, réservée aux artistes. C'est-à-dire qu'il y aurait des gens dans la société qui seraient plus talentueux que d'autres, qui auraient plus d'imagination que d'autres, parce que c'est ce qu'on nous propose. Hein. Il se trouve que la différence épistémologique entre l'art et le design est pourtant symptomatique en fait, d'un recul psychosocial de ce postulat. C'est-à-dire que l'apparition du design a fait reculer l'a priori comme quoi il y aurait des artistes qui auraient du talent plus que n'importe qui. C'est ce qu'a proposé le design. Donc après analyse de ce symptôme, c'est-à-dire de ce recul par rapport à l'art, nous chercherons à identifier plastiquement les mécanismes scénographiques par quoi, dans les faits, à l'époque informatisée de la notion de projet de vie, une puissante liberté gestuelle et impensée du sujet, c'est-à-dire de vous, s'est réfugié dans les moindres interstices d'un quotidien, ce que vous faites tous les jours, dont l'accidentalité résiste à la perpétuelle préparation. C'est-à-dire que, pour reprendre une phrase de l'artiste belge Robert Filliou, une phrase que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps et que je cite souvent, Robert Filliou dit « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Alors je trouve cette formule vraiment bien menée, puisque quand on fait des études en art, quand on s'approche de ce que font les artistes, on se rend compte que les gestes que font les artistes, on les fait dans le quotidien. Et en fait, les artistes nous apprennent à être plus sensibles, en fait, à être plus émerveillés de notre quotidienneté. C'est ça les enjeux. Hein. Donc on va essayer de comprendre ces mécanismes, mais avant de comprendre ces mécanismes, je vous propose une conférence qui va s'articuler d'une manière assez classique, un petit peu sur le mode hegelien de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. C'est-à-dire que dans un premier temps, pendant un quart d'heure,
je vais vous parler de la figure de l'artiste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça vient, pourquoi on est tous persuadés qu'il y a des gens qui sont plus fantastiques que d'autres personnes. D'où ça vient ce truc-là, comment ça se construit. Et dans une deuxième partie, en fait, je vais cette fois-ci vous parler du design, c'est-à-dire comment le design, avec la révolution industrielle, petit à petit, en fait, l'émerveillement qu'on apportait au geste des artistes s'est déplacé, d'accord, dans des mécanismes industriels, c'est les machines qui se sont mises à fabriquer des choses, et donc les designers qui ont fait des projets et qui ont laissé aux machines la matière en quelque sorte. Donc je vais m'appesantir sur le design. Et ensuite, pour finir, ça va être la synthèse en fait, on va arriver sur comment cette vision du design n'est pas forcément celle qui nous permet d'être artistes au quotidien. C'est-à-dire que le design projet, les designers font des projets, ils dessinent des choses et ils laissent l'industrie fabriquer. Mais les artistes nous permettent d'avoir un regard sur le design. Donc vous voyez, c'est la synthèse. Les artistes nous permettent d'avoir un regard sur le design qui, à nouveau, nous permet de reprendre possession des objets du quotidien. Voilà comment ça va à peu près s'articuler. Bon, bien évidemment, ce discours, comme je suis enseignant-chercheur en art, n'est pas un discours abstrait, c'est-à-dire qu'il s'appuie, bien évidemment, sur une réalité, et une réalité physique. Dans mon métier de maître de conférence en art plastique et design, ce qu'on m'a demandé d'abord, moi, c'est de pratiquer, c'est de faire du travail artistique. Et ce qu'on fait à l'université, c'est qu'avec cette production artistique, notre postulat, c'est que se produire pense quelque chose. D'accord? C'est ce que le philosophe René Passeron, dans la philosophie de la création, appelle la faisance de l'œuvre. Quand je travaille, quand je sculpte, quand je peins, je suis en train de penser. Ça pense. Alors ça pense pas par des mots. Et après, le travail que nous, on a à faire, c'est de remettre des mots sur ce que René Passeron, et d'ailleurs Paul Valéry aussi, a appelé la pensée en acte. D'accord? Donc dans mon travail de chercheur, j'ai fait ma thèse sur j'ai sculpté des tabourets en fait, en forme de touches de clavier d'ordinateur. Ça a été ma proposition de thèse en fait. Hein. Donc l'idée était d'insister sur le facteur de présence. Comment on est en présence devant des écrans. D'accord? Ça c'était mon point de départ. Et d'une manière beaucoup plus triviale, tout est parti d'une observation sur les traces que nous laissons, les traces digitales que nous laissons sur nos appareils, hein, donc le smartphone, mais il y a aussi les tablettes, les ordinateurs, etc. Ces traces déperdues sur nos écrans tactiles ou smartphones nous plongent en fait dans une réflexion, enfin m'a plongé moi dans une sorte de réflexion sur une sorte de résistance sculpturale, d'accord, du dehors du geste quotidien à une vision qui est de plus en plus dématérialisée. Les images dont on est entouré aujourd'hui sont de plus en plus dématérialisées. Mais ce n'est pas pour autant que nous, on est dématérialisés. On continue d'être dans une réalité substantielle. Et il y a d'ailleurs des chercheurs, notamment François Chevrier à Grenoble, qui est un physicien, qui a montré que le moindre contact qu'on a sur une surface modifie de manière irréversible la structure moléculaire de l'objet. Moi, quand je touche la table, c'est ce que dit François Chevrier, moi, quand je touche cette table, en fait, je modifie au niveau microscopique, de manière irréversible, la structure moléculaire de cette table, avec mes traces organiques. D'accord? Ça, c'est une réalité physique. Bon, cette réalité physique, elle a lieu au moment où vous touchez la représentation. Sauf que cette histoire de substantialité, si on regarde, et je vais arriver sur cette histoire de la figure de l'artiste, quand on regarde notre parcours dans l'imaginaire, le parcours de l'être humain dans l'image, on a cette histoire de touche picturale chez les artistes, et de l'ancien régime, j'allais dire. Aujourd'hui,
si vous parlez de touche picturale, si vous parlez d'impressionnisme, vous allez passer pour une personne qui est à côté de la plaque, mais ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'invention du geste pictural n'est pas du tout contemporain. C'est quelque chose qui... C'était aussi révolutionnaire la peinture que le smartphone au XVIe siècle. Vous voyez, quand on a inventé le tableau, c'était le smartphone d'aujourd'hui. C'était quelque chose de révolutionnaire. Donc, la figure de l'artiste, donc là vous avez Rembrandt bien sûr, avec ses autoportraits, se définit par cette espèce d'attaque substantielle de la matière à des vues de représenter quelque chose. Sauf que l'artiste, quand il fait ça, il a beau avoir une idée dans la tête, c'est sa rencontre avec la réalité du médium, la peinture, qui va générer une image. Donc, quand un artiste peint, il part du principe que l'image n'existe pas. Chaque peinture est inventée la notion même d'image. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est une véritable aventure. Dans cette espèce d'exception, dans cette espèce de talent, hein, parce que, évidemment, quand on regarde le nombre de personnes qui ont écrit sur Rembrandt, ça serait une injure de dire que Rembrandt n'a pas de talent. Beaucoup de philosophes ont écrit sur... on dit même, dans le jargon un petit peu intellectuel, qu'un bon philosophe en esthétique doit faire son Rembrandt ou doit faire son Picasso. C'est-à-dire qu'il doit écrire sur Rembrandt. Parce que quand on regarde ces images, le style heurté, c'est-à-dire la matière est complètement... on voit la peinture avant de voir la figure. Donc l'émergence de la représentation se fait par la réalité du tableau. C'est ce que va ensuite, évidemment, proposer aussi Manet. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est comment ça naît, cette figure de l'artiste. On sait qu'elle naît à la Renaissance, hein. Elle naît à peu près au XVe siècle, au XVIe siècle, même un petit peu avant. Si on est très précis, il faudrait placer la naissance de l'artiste, on va dire presque au XIVe siècle, avec Simone et Martini, et l'Annonciation, en 1333. Mais ce n'est pas une conférence d'histoire de l'art. Voilà, j'insiste bien sur ça. Mon propos n'est pas du tout de faire une conférence d'histoire de l'art. Donc je ne m'égare pas, je reste sur mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se fait que d'un point de vue social, on soit dans cette exception. Alors, il y a des grands jalons. Vous avez par exemple au XVIIe siècle l'Académie royale de peinture et de sculpture en France, où il y a des débats qui naissent entre les artistes sur le dessin et la couleur. Vous avez aussi la notion de baroque qui va être très importante, hein, pour les gens qui connaissent un petit peu l'histoire de l'art. Je donne un petit peu ces jalons parce qu'ils me paraissent assez importants. Et bien évidemment, la figure de l'artiste, et on le voit bien avec Rembrandt, c'est cette fameuse notion qui va apparaître avec Kant, et qui va être très importante au XVIIIe siècle, c'est la notion de sublime et la notion de génie. Hein, le génie. C'est un génie. Rembrandt est un génie. Sauf que ce terme de génie, il est utilisé dans la naissance de l'esthétique. Il n'est pas utilisé avant. Hein. Et comme dit Kant, le génie, c'est ce qui donnerait à la nature ses règles. C'est-à-dire que en manipulant, en s'aventurant dans une matière que l'artiste va essayer de dompter, en fait, il va se retrouver d'une manière un petit peu démiurgique dans un acte de création du monde. Et la forme qu'il va faire émerger est une forme qui rivalise avec la nature, qui nous apprend quelque chose de plus sur la nature. Ça, c'est l'idée philosophique qu'il y a derrière la figure de l'artiste. Et cette idée, elle est, si vous voulez, elle part de la magie un peu des enluminures du Trecento pour aller jusqu'à la figure christique, par exemple, de Van Gogh. Hein, puisqu'on, dans le langage de l'histoire de l'art aussi, on parle de l'artiste bohème à la fin du XIXe siècle, mais on parle souvent de la figure christique de l'artiste. Hein, Rimbaud, Baudelaire, ces artistes maudits, et bien sûr Van Gogh et tant d'autres. Donc, il y a comme ça la culture au sens agricole du terme, hein, la culture de la figure de l'artiste. C'est-à-dire qu'on va arroser cette figure, et cette figure, en fait, du XVIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, elle va pousser la descente du roi, la Révolution française, la chute, en fait, de la figure du roi qui incarnait sur Terre, si vous voulez, la figure divine, quoi, pour faire très simple. Donc, petit à petit, il y a un transfert qui s'opère. C'est qu'on a besoin d'être fasciné
par une figure qui serait humaine, mais qui verrait des choses que les autres ne verraient pas. Et donc on va s'en remettre aux artistes, en fait. Hein. Alors moi, j'ai une représentation que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est cette peinture de Goya, qui date du XIXe siècle, où Goya représente la famille royale, je crois que c'est le Philippe II, roi d'Espagne. Et ce tableau est connu dans l'histoire de l'art pour parler justement de cette espèce de... Donc vous voyez, Goya est dans l'ombre ici, il s'est représenté dans l'ombre. Hein. Et ce tableau est connu dans l'histoire de l'art pour parler en fait de cette espèce de surgissement de... L'artiste est caché derrière l'illusion, derrière la narration. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'illusion, la narration, c'est quelque chose de politique, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous regardez une image narrative, vous oubliez la matière et vous voyez ce qu'elle raconte. D'accord? C'est la peinture d'histoire, mais c'est aussi la télévision. Quand vous regardez la télévision, ce n'est pas la télévision que vous regardez, c'est les images qu'il y a dans la télévision. Vous voyez d'où vient cette expression? C'est-à-dire qu'il y a une force politique de la représentation qui fait que les rois, les seigneurs vont commander aux artistes des représentations. Il faut raconter quelque chose, il faut raconter la Bible, mais il faut aussi représenter le roi avec sa famille, etc. Et les artistes, eux, ils le font avec de la matière, sauf qu'ils vont dire des choses dessous cette carapace d'illusion. Et c'est cette carapace d'illusion qui, petit à petit, va tomber. D'accord? Quand on va arriver jusqu'à l'impressionnisme, et bien sûr l'art moderne et contemporain que vous connaissez, où il y a une rupture totale avec le schéma narratif. Hein. Ça, c'est très 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 important. Donc, j'insiste bien sur cet aspect de la survenue, de l'émergence en fait, de la figure de l'artiste. Vous avez une progression qui est très intéressante par rapport à ça, et je vais essayer de m'arrêter là un petit peu sur cette histoire de talent. C'est ce qu'il se passe en fait du néoclassicisme à l'impressionnisme, parce que c'est pas une conférence d'histoire de l'art, mais il faut quand même que je le dise très rapidement, c'est que il est connu aussi dans l'histoire de l'art. Comment on repère dans l'histoire de l'art cette émergence de la liberté gestuelle de l'artiste? Alors très souvent, les historiens de l'art partent de l'artiste David, qui est également un révolutionnaire, hein, à la fin du XVIIIe siècle. Ici, vous avez une esquisse du Serment du jeu de paume, et David est un artiste néoclassique, c'est-à-dire qu'au moment de la Révolution française, il y a encore une espèce de ténacité de l'art classique, du pouvoir de la représentation, et on est dans le néoclassicisme, c'est-à-dire qu'on va faire l'éloge du classicisme. C'est un espèce de second classicisme. Au XVIIe, vous avez le classicisme, et à la fin du XVIIIe siècle, vous avez le néoclassicisme. On épure les corps grecs, vous voyez, et c'est ce que fait David. Et à la même époque, vous avez un autre artiste que David. Bon, le Serment du jeu de paume, vous voyez, ça donne ça aussi. Hein. Vous avez un autre artiste que David, bien sûr, c'est Ingres. Et Ingres, avec sa grande odalisque, qui est en fait un corps de femme qui est trop long. Vous voyez, la colonne vertébrale est trop longue. Et c'est le premier tableau, tout à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, puisque Ingres, en fait, c'est un étudiant au moment de David, et il va percer vraiment au début du XIXe. C'est la première fois que l'artiste prend une liberté. Il décide, en fait, c'est bien au-delà de Botticelli, si vous voulez, c'est qu'il y a une volonté nette de déformer pour créer une ligne épurée. Et donc, ce qui émerge, c'est l'idée que l'artiste, en fait, en dessous de l'illusion, en dessous de la politique de la fascination. Parce que si je représente très bien quelque chose, je fascine, je convainc. Et c'est ce que toujours a demandé le pouvoir aux artistes. Convaincre le peuple avec de belles images. Et petit à petit, les artistes vont incruster une liberté supplémentaire. Je décide d'allonger le corps parce que je suis artiste. Et donc, je ne suis pas qu'en train de donner un message. Je suis en train juste de m'exprimer. C'est la différence entre la représentation et l'expression. Cette différence apparaît au XIXe siècle, en fait, hein, l'expression gestuelle. Et il faudrait parler, bon,
un autre tableau très connu de Ingres. Et il faudrait parler bien sûr de Delacroix. Hein. Voilà, Delacroix, là vous avez vraiment la fugacité, l'énergie qui va traverser le tableau dans des compositions qui sont des compositions de révolte en fait. Et les sujets, cette espèce, si vous voulez, d'accointance entre la littéralité et la figurabilité. C'est-à-dire que je représente la révolte dans un geste de révolte. Comportement tempestueux, énergie de la touche, avec un sujet qui est également celui de la révolution. Et donc, c'est cette espèce d'ambiguïté entre la réalité et la fiction qui va fasciner Manet, notamment, à l'époque de l'impressionnisme. Et pour, voilà, là, je vous dresse vraiment très rapide, très rapide, comment la figure de l'artiste explose, de David à Turner. Là, Turner, je ne sais pas si vous avez déjà vu des Turner en vrai, moi je l'ai fait à la Tate Gallery à Londres. On est à peu près sur l'échelle du tableau là, l'échelle réelle. Et en fait, les Anglais, à la différence de nous, ils respectent beaucoup plus le spectateur. Vous avez des bancs sur lesquels vous pouvez vous asseoir, qui sont très confortables. Et vous pouvez regarder Turner. Et c'est vrai que c'est des tableaux où on est déjà dans Jackson Pollock, si vous voulez. Voilà, on est déjà dans la peinture du XXe siècle. C'est-à-dire que d'un coup, on est dans une expérience de la sensibilité. Et ce que l'artiste nous donne d'un coup, c'est un jeté de son être au monde. Je suis comme ça dans la réalité, c'est mon geste, c'est une atmosphère et je vous la donne. Et vous la recevez et vous ressentez quelque chose sans forcément passer par la narration. La narration au sens littéral, au sens propre figuré, comme on dit dans l'expression, se noie. On est plongé, là c'est une tempête, on est plongé dans ce tableau, mais on est plongé dans la tempête du tableau, pas dans la tempête en soi en fait. C'est là qu'il y a une nuance, si vous voulez, qui est intéressante. Alors, bien évidemment, ce mythe de l'artiste visionnaire, de l'artiste qui jette son corps au monde, la plus belle image qu'on ait de cet artiste, c'est Van Gogh, tout simplement parce que Van Gogh a réussi une synthèse extraordinaire. C'est la synthèse entre la figure de l'auréole mystique, en fait, et la figure de la matière brute, puisque vous avez dans la quasi-totalité, dans la manière de peindre de Van Gogh et dans la quasi-totalité de ses tableaux, vous avez un travail sur l'orientation circulaire de la touche. Et en fait, la stratégie de Van Gogh, c'était bon, ça c'est, vous voyez, ça c'est très connu, la manière dont il oriente ses touches de manière circulaire, même dans le dernier de ces tableaux, je vais vous le montrer après. Mais ce qui est très connu, c'est cette espèce de relation qu'il y a entre ce qu'on appelle, d'une manière, dans le jargon intellectuel historien de l'art, on appelle ça le dispositif rayonnant. Voilà, le dispositif rayonnant, qui vient en fait du Moyen-Âge. Là, vous avez ici l'Annonciation de Simone et Martini, c'est un détail, avec les auréoles autour des saints. Et donc, ce qui intéresse Van Gogh, c'est de nous montrer que ce sacré, en fait, ce sacré, il ne vient pas d'ailleurs, il est autour de nous. C'est le soleil, vous voyez. Et donc, moi, artiste, je suis connecté à une dimension sacrée, mais cette dimension sacrée, on est tous connectés. C'est pas quelque chose qui est élitiste. Et là, on est sur des problèmes politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être refusé. On connaît ce qui s'est passé avec Van Gogh et avec d'autres impressionnistes, c'était le salon des refusés. Non, on ne vous veut pas. On ne vous veut pas parce que ce que vous dites, ça ne va pas avec la bourgeoisie, ça ne va pas avec ce qu'on achète, ça ne rentre pas dans les cases, et petit à petit va se construire une espèce de révolte. Une révolte par rapport à l'image bourgeoise. Et bien évidemment, à ce moment-là, on est en pleine révolution industrielle. C'est pas un hasard si cette révolte se construit. Les artistes impressionnistes, c'est pas tombé de leur cuisse de Jupiter, si vous voulez, cette idée de critiquer l'élitisme. C'est pas tombé d'une cuisse de Jupiter. En fait, il faudrait... Là, c'est le plasticien qui va parler. Et l'impressionnisme, certains le savent peut-être déjà, est contemporain de l'invention du tube de peinture. L'industrie, l'usine invente le tube de peinture, et l'artiste va sortir de son atelier avec ses tubes de peinture en aluminium, on est en plein dans l'industrie, et grâce à l'industrie, il va aller peindre sur le motif. Sauf que cette lecture-là, elle n'est pas dite. Parce qu'on a une image beaucoup plus cognitive, beaucoup plus iconique de l'art. L'art est censé nous connecter à des choses qui ne sont pas matérielles, une espèce d'éther. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'avais prévu de vous lire un tout petit passage
je ne sais pas si je vais le faire, mais d'Antonin Artaud, qui a écrit un très beau livre que je vous recommande, il est un petit peu rare à trouver aujourd'hui, sur Van Gogh. Et cet essai, c'est un essai, s'appelle Van Gogh, le suicidé de la société. Van Gogh, le suicidé de la société. Voilà comment Artaud, c'est une très belle définition, c'est-à-dire, à l'époque, ces artistes, ils décident de se suicider, c'est-à-dire que ça ne peut pas marcher ce qu'ils font. Ça ne peut pas marcher. Et donc, ils fouillent quelque chose que personne ne reconnaîtra. Mais par contre, il y a l'intuition que ça va rester quelque part et que ça deviendra quelque chose, parce que c'est des artistes qui ont conscience que l'industrie, que l'époque industrielle apporte une autre vision. C'est une espèce de vision de rapidité, d'accélération. Vous voyez, Monet, les cathédrales de Monet, c'est le train, en fait. C'est la vitesse. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de la sensibilité. Hein. Sauf qu'on nous sert toujours l'art comme autre chose. C'est-à-dire qu'on nous le sert comme une connaissance, comme un dictionnaire, qui le préserve dans l'élitisme. Sauf que l'art, c'est une affaire de sensibilité. Alors voilà ce que dit Antonin Artaud par rapport à Van Gogh. Or, c'est de son coup de massue, vraiment de son coup de massue, que Van Gogh ne cesse de frapper toutes les formes de la nature et les objets. Voilà. Je vous encourage à lire ce texte parce que bon, c'est un très très beau texte, révolté vraiment, qui essaye de poser des mots sur la force de la peinture de Van Gogh. Et par rapport à cette idée, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase d'un philosophe allemand qui s'appelle Georg Simmel, dans un essai qui s'appelle « La loi en art ». Et c'est une phrase que je donne souvent à mes étudiants. Et il dit « La méthode de l'œuvre ne se révèle qu'une fois achevée ». Alors ça, c'est le problème de l'artiste. En science, on parle d'empirisme. En philosophie, on parle d'empirisme, hein, c'est-à-dire que c'est une méthode a posteriori empirique. Mais ça veut dire quoi, cette idée, si on va un peu plus, si on précise, ça veut dire que seuls les artistes, c'est la supposition, mais je vais vous montrer que c'est encore politique ce truc-là, c'est que seuls les artistes seraient capables, avant toute normalisation ou modélisation sociale, de comprendre et de gérer l'accident. Alors, l'accident, accidens, ça veut dire ce qui se dépose en latin. D'accord? Moi, ma table, là, elle est accidentée. Hein, j'ai posé les choses à peu près comme j'ai pu, mais tout est accidenté. Et voilà, les artistes sont confrontés à ce truc-là. Et il y a cette idée dans la société que nous ne serions pas tous capables, en fait, de faire une différence entre ce réel vrai, que serait le réel accidenté, et la réalité sociale, le modélisant, et que nous aurions besoin d'ouvreurs de gestes. Vous voyez? On aurait besoin d'ouvreurs de gestes. Van Gogh, comme d'autres artistes, seraient des ouvreurs de gestes qui nous permettraient ensuite, qui prépareraient en fait l'accident à la société. Et les cas sont très nombreux où les artistes inventent des espaces, inventent des images qui sont ensuite récupérées par la publicité, récupérées par l'industrie, etc., etc. Cette idée, c'est une idée qui est aussi politique parce que la bourgeoisie va cultiver ce truc-là. C'est-à-dire qu'on va vouloir que les artistes soient pauvres, qu'ils soient démunis en quelque sorte, pour qu'ils soient toujours confrontés à l'accident. Et il y a des bourgeois qui vont se délecter de cette épuration par rapport à la vérité. Ils vont s'en délecter. Vous avez un très bel exemple, bien sûr, c'est Giacometti, Alberto Giacometti, qui est un grand artiste. Alberto Giacometti, qui est quelqu'un qui a manipulé la matière toute sa vie et qui était confronté en permanence à l'échec et à l'accident, a été recueilli par le couple Mag, Avance, et il était SDF, hein, il n'avait plus rien, il crevait de faim. Et ils l'ont récupéré en fait, et il a travaillé pour eux. Et c'est vrai que, comme dit Walter Benjamin, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur ces choses-là, il y a une expérience de la pauvreté. Il y a un texte de Walter Benjamin qui s'appelle « Expérience de la pauvreté ». C'est que quand je suis pauvre, je fais une expérience du réel qui n'est pas modélisée. Et dans toute société, vous avez des pauvres dans la rue, et ces pauvres, la charité, hein, c'est le concept de charité très présent au Royaume-Uni par exemple. Les pauvres sont très, très respectés au Royaume-Uni, je pense beaucoup, je fais une aparté parce que j'ai passé du temps au Royaume-Uni.
C'est la figure de la charité, hein, du mendiant, mais c'est la figure qu'on retrouve dans la Bible aussi. C'est les mendiants qui vont, ou le saint qui va donner son je ne sais plus si c'est Saint Simon, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a donné son manteau à un pauvre. Voilà, Saint Martin. Et donc cette figure de la charité, ça c'est très Pascal aussi, il faudrait relire Pascal, mais cette figure de la charité connecte en fait, on veut qu'il y ait des figures de la charité dans la société. Le bourgeois veut qu'il y ait un pauvre pour que le pauvre nous parle de la réalité. Hein. Et bien évidemment, le travail de Giacometti va résonner énormément au XXe siècle, bien évidemment aussi par rapport à la Shoah, hein, puisque les personnages fins comme ça de Giacometti sont sculptés juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc vous voyez, se dessine, on laisse aux artistes une espèce de regard cru par rapport à la réalité. Donc, mais vous voyez que tout ça c'est une construction politique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident que. Hein, si vous n'avez pas les mécènes, vous n'avez pas les galeristes, vous n'avez pas cette espèce de mise en évidence, en fait, du regard pauvre sur la réalité. Et moi, ce qui m'intéresse ici, je vais enchaîner sur ma deuxième partie, c'est que tout cet espace, en fait, existe au moment de la révolution industrielle. C'est-à-dire que, bien évidemment, au tout début du XXe siècle, vous avez le urinoir de Marcel Duchamp. Hein, et Marcel Duchamp, il nous montre un objet industriel, qui n'a qui n'a pas été sculpté par un artiste. Ce qu'il fait, c'est que, donc, comme vous le voyez, hein, l'urinoir de Marcel Duchamp est retourné, hein, et elle est mise sur un socle. Donc, ce qu'il reste du geste artistique, c'est le fait de retourner. Mais si vous comparez l'urinoir à Delacroix, vous verrez qu'il y a la notion du geste qui est très présente. C'est-à-dire que le geste est mis en avant. Je prends un objet, je le retourne, je le mets sur un socle. Et ce retournement crée. Ce que nous dit Marcel Duchamp, c'est que c'est pas en soi le truc qui est intéressant, mais ce qu'il nous dit, c'est que c'est comme Kandinsky quand il retourne son tableau et qu'il invente l'art abstrait. Kandinsky est dans son atelier, il y a un paysage, il retourne le paysage parce qu'il avait mal rangé son tableau, il ne reconnaît pas le paysage, et c'est comme ça qu'il invente l'abstraction. D'accord ? Donc, ces gestes-là, on les fait nous aussi tous les jours. Des fois, on fait un truc comme ça, c'est bien. Et donc, ce que fait l'artiste là au moment de la révolution industrielle, c'est de dire, même dans les objets industriels qui ne sont pas fabriqués par nous, si vous regardez autrement la réalité, vous allez être émerveillé. Mais il n'y a plus de touche, il n'y a plus de talent. Mais il y a une idée. Il y a une idée. Donc ce qui est très important, c'est cette manière dont l'artiste existe au milieu de la réalité. Et pour ça, je vais vous montrer, avant de vous parler un petit peu plus du design, je vais vous montrer un extrait. Mon petit-fils voudrait te parler. Hein? Mon petit-fils voudrait te parler. Je voudrais que vous fassiez mon portrait. Quoi? Je voudrais que vous fassiez ma peinture. Vas-y, Pépé, rentre. Venez boire un coup avec vous. On va enlever ça de là. Allez, santé, hein. À la tienne, oui. Santé, on l'a fini. Prospérité. Prospérité. Ça va. Au boulot. Tiens, la Lodwig. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mon portrait. Ah.
Ça te plaît la toile? Hein? Le bleu, ça? Tu voudras ton portrait en bleu? Souris. Hein, tu vois, les hommes, ils ont bien fait la vie, hein? Dans un village, il y a de la place pour tout le monde, même pour l'idiot. Hein? Voilà, c'est dessous. Je les ai pas. Bon, allez, tire-toi. Tire-toi. Et je voulais vous montrer cet extrait parce que la stratégie du réalisateur dans ce film, c'est de montrer... Il y a très peu de moments où on voit Van Gogh peindre, en fait. On voit la vie de Van Gogh avec ses contemporains. On le voit en colère avec son frère, on le voit dans des transports en commun, on le voit manger, on le voit dormir, on le voit discuter, on le voit séduire, mais on ne le voit jamais peindre, en fait. Et la stratégie, très peu. Et la stratégie de Piala, c'était de montrer que le peintre, la vie du peintre, a lieu ailleurs que dans le tableau. Et le tableau est une trace d'un quotidien, en fait. Sauf que la différence entre l'artiste et les autres, c'est que les gens qui ne sont pas artistes ne décident pas de laisser une trace de leur quotidien. C'est-à-dire que le tableau va focaliser, va saturer, va dilater, va concentrer tout ce que je fais dans mon quotidien. Donc ça, c'est comme l'iceberg, si vous voulez. Vous voyez, le tableau, c'est... Donc, on peut décider, et c'est la question que va poser le design aussi, c'est qu'on peut décider de regarder le tableau autrement. Et c'est ce que va dire Piala par son film, qui est une sorte de fresque aussi, bien sûr. Je peux décider que le tableau, je peux décider de regarder tout ce qu'il y a en dehors du tableau, et qui constitue la vie de l'artiste. Sauf que l'artiste, il vit comme tout le monde. Donc ça veut dire que quand l'artiste va chercher... sa nourriture, en fait. Moi, je sais, bon, j'ai eu l'expérience, j'ai participé à des accrochages avec des artistes très connus quand je faisais mes études, donc par exemple Peter Claesen, qui est un artiste très connu contemporain, quoi. Et quand j'ai fait l'accrochage avec lui, ben, en fait, il y a tout cet effet de sacralisation qui disparaît, et vous êtes avec une personne normale, en fait. Et tout est normal. Et donc, du coup, vous portez un autre regard sur son travail. Alors que j'avais vu ces tableaux dans des monographies, etc. Après, quand j'ai accroché ces tableaux avec lui, je me suis rendu compte que c'était que la fin d'un phénomène, en fait. C'était la fin, c'était un travail, c'était le résultat de quelque chose. Et donc, comment on arrive à cette lecture? On arrive à cette lecture parce que l'industrie, en fait, va délocaliser le travail de la matière. Alors, Marx on parle très très bien, je ne vais pas l'étendre, sur la notion de plus-value, de valeur ajoutée, etc. C'est que le travail sur la matière se déplace en dehors du geste humain, il sort de la manufacture, il rentre dans l'usine, et puis après il va dans les systèmes mécaniques automatisés. Et donc, nous, comme l'automatisme va petit à petit créer la réalité qui est autour de nous, d'accord, nos gestes vont acquérir une valeur un petit peu plus importante au quotidien. C'est ce que déjà montre Marcel Duchamp. Et je vais faire une petite immersion dans le design, c'est que vous avez des choses qui sont très intéressantes. Là, vous avez l'atelier Tonnet, qui date de la fin du 19e siècle. Donc Tonnet, c'était un industriel qui a inventé la fameuse chaise bistrot, que vous connaissez tous. Et ce procédé qui consistait à chauffer le bois à très haute température pour arriver à le courber. D'accord ? Sauf que dans ce travail d'esthétisation du bois pour faire des chaises qui vont avoir une autre forme, si vous faites ce geste et que vous revenez sur un tableau, vous allez obtenir un trait, vous allez obtenir une touche. C'est qu'on est vraiment dans un travail de la matière qui se situe à l'extérieur du tableau, qui se situe dans l'usine en quelque sorte. Vous avez un deuxième repère qui est très important dans le design, c'est l'école du Bauhaus, qui émerge juste après la fin de la Première Guerre mondiale et qui va être fermée par les nazis après, et qui est montée par quelqu'un qui s'appelle Walter Gropius. Et dans cette école, on va former des gens à fabriquer des objets. Sauf que les enseignants sont des artistes. Kandinsky, par exemple, il a travaillé, Paul Klee, il a travaillé au Bauhaus. Et on va former des designers, en fait. Et donc, vous avez les premiers objets, vous avez peut-être vu cette image quelque part, c'est Gerhard Rietveld, la chaise de Gerhard Rietveld, qui a travaillé au Bauhaus. Et vous avez, par exemple, le mobilier tubulaire de Marcel Breuer,
Ce sont des formes avec lesquelles on vit aujourd'hui tous les jours. Hein. Et la question que se sont posées ces gens, c'est la question de la démocratisation de la forme et la démocratisation de la sensibilité. Donc l'usine, à produire en grande quantité en dehors du corps humain, on libère l'homme de sa force de travail et on crée une démocratie aussi sensible. Hein. Un partage du sensible, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Nancy. Il y a un autre repère qui est important, c'est le couple Charles et Ray Eames, c'est des Américains, et ce sont des designers qui commencent à travailler dans les années 20, et qui, en fait, ils vont travailler par rapport aux deux guerres mondiales. Et ils vont créer un design par rapport à l'économie de moyens. C'est-à-dire que la guerre mobilise beaucoup de matériaux. Comment on fait pour produire des objets quand on n'a pas de matériaux? Et ils vont inventer des formes que vous connaissez très bien. Par exemple, cette chaise-là, vous voyez, ça c'est les Eames. C'est une chaise qui date de la sortie de la deuxième, c'est les années 50, mais ensuite, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas les années 70, vous voyez. Et c'est l'économie de moyens, c'est-à-dire peu de matériaux, peu de structures, et on fait asseoir beaucoup de personnes. On parle de masse du peuple, c'est la masse du peuple. Avant, on parlait de matériaux, la terre, la masse. Le peuple devient une espèce de masse à sculpter pour les designers, et ce qui est très important, c'est, bon, voilà, l'économie de moyens, vous voyez, c'est la notion de projet. C'est-à-dire que si l'usine s'occupe de la matière, elle s'occupe de l'accident, le geste artistique se déplace beaucoup vers l'idée, le projet. Donc, comment je peux sculpter les gestes quotidiens de mes compatriotes, des êtres humains? Ben, je vais le faire avec aussi de l'intention. C'est-à-dire que pour créer des formes qui s'adaptent aux intentions, quand vous allez au supermarché, vous faites un projet. C'est un projet d'aller au supermarché. D'accord? C'est un projet. Dans votre tête, c'est un projet. C'est ce que dit Paul Valéry. Paul Valéry compare la marche et la danse à la différence entre la prose et la poésie. Si vous allez au supermarché, vous faites de la prose, et si vous sortez chez vous et que vous dansez, pour rien faire, vous faites de la poésie, vous voyez? Alors, c'est un projet d'aller au supermarché, et le designer, lui, il va se dire comment je fais pour créer des formes qui aident ce projet? Ben, par le projet. Donc je prends ma planche à dessin, je projette quelque chose. Et après, l'usine, elle fait le reste. Et ça, si vous voulez, c'est très très différent de la figure de l'artiste, vous voyez. La figure du designer s'oppose à la figure de l'artiste par rapport à ça, puisqu'en quelque sorte, il enlève l'idée de la matière, hein, s'il fallait vraiment résumer les choses. Dernière personne très importante que je vous montre par rapport à cette dimension un petit peu politico-esthétique du design, c'est Alvar Aalto. C'est un designer finlandais qui a inventé un truc super important. Sans lui, il n'y aurait pas eu Ikea, en fait. On dit que c'est le pionnier de cette idée d'Ikea. Il a inventé le lamellé contre-collé, hein, c'est-à-dire plusieurs planches de contreplaqué qui sont superposées l'une l'autre et qui sont ensuite chauffées. Bon, ça vient d'étonner, mais le lamellé collé, c'est je colle plusieurs planches de contreplaqué pour créer des structures. Et c'est à Alvar Aalto qu'on doit bien évidemment aussi ce tabouret, hein, voilà, hein, que vous connaissez tous. Et donc là, on est dans ce qu'on a appelé l'esthétisation de la réalité. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans cette idée, par rapport à l'esthétisation de la réalité, c'est comment nous, on peut, à partir de ça, en fait, se considérer comme des artistes. Et là, j'arrive sur ma troisième partie. Je vais donner les deux gros jalons, hein, la figure de l'artiste, le projet du designer, comment nous, après, on peut se considérer comme des artistes. Ce qui est intéressant, c'est comment l'artiste va repérer dans le design quelque chose. L'artiste est habitué à travailler, je vous l'ai dit, dans l'accident, au cœur du réel. Donc ce que va faire l'artiste, c'est qu'il va repérer ce qui se passe au début du projet, dans l'élan du projet, dans le geste de départ du projet. Alors là, le bel exemple par rapport à ça, c'est Donald Judd, qui est un artiste minimaliste des années 60. Le minimalisme, c'est les primary structure aux États-Unis, c'est les années 60. 1965 exactement. Et donc il va créer ce qu'il va appeler les specific objects, c'est-à-dire ces objets spécifiques. Et ces objets spécifiques, on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est fabriqué comme des trucs industriels, c'est fabriqué comme des trucs de design, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, voilà comment ça se présente, hein. C'est des morceaux d'aluminium, c'est des morceaux de matériaux sophistiqués, traités, bien usinés, mais on ne sait pas si on est dans la sculpture. Il se dit, c'est ni de la sculpture, ni de la peinture, ni une étagère, ni un meuble, c'est un truc qui est là et qui commence à être quelque chose.
Et alors, voilà, bien évidemment, ça sert à rien. Moi qui ai été longtemps prof en collège, j'ai fait 7 ans de collège avant d'aller à la fac, c'est ce que disaient les élèves. Ça sert à rien. Et c'est vrai que ça sert à rien. Mais alors, quand vous vous baladez dans une exposition comme ça, il y a une partie de l'expérience, c'est ça qu'il faut retenir en fait. Il y a une partie de l'expérience que vous faites qui est similaire à l'expérience que vous faites quand vous vous asseyez en fait. Donc ce que fait l'artiste, c'est qu'il prend un morceau de l'expérience de s'asseoir, ou un morceau perceptif de l'expérience de ranger, mais il n'y a pas la fin. Et on retrouve sur Kant qui disait que l'art est une finalité sans fin. L'art ressemble à un jugement de goût, le jugement de goût ressemble à un jugement analytique. Il a une fin, mais il a la forme de quelque chose qui a une fin, mais il n'y a pas de fin. C'est une finalité sans fin. Hein, c'est toute la proposition que fait Kant. Et là, on retrouve cette idée dans l'art contemporain. Donc, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, cette espèce de, si je résume avec des termes un peu plus précis, c'est le dégagement structuraliste, d'accord, de la notion perceptive de projet en dehors de l'accident. Voilà. On est dans quelque chose que certains psychologues, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, si des gens ont des notions en psychologie, ont appelé, c'est Ralph Gibson, c'est un psychologue américain qui a inventé cette notion, c'est l'affordance. Alors qu'est-ce que c'est que l'affordance? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme. Ralph Gibson, il prend l'exemple de l'arbre. Il dit, quand vous voyez un arbre, vous pouvez vous asseoir en bas de l'arbre pour faire une sieste, vous pouvez vous adosser. Et cette projection que vous faites sur l'arbre, en fait, crée une réalité autour de vous qui est en attente de comportement. C'est-à-dire que le réel qui m'environne est en attente de ce que je vais y faire avec mon corps. Comme si le réel était une empreinte négative de mon corps. Et cette notion d'affordance, en fait, c'est une notion anthropologique qui vient d'autres analyses, en ont parlé. Vous avez par exemple l'anthropologue allemand, enfin l'historien de l'art anthropologue allemand qui s'appelle Hans Belting, qui a écrit un livre sur l'anthropologie des images, où il dit très bien que la connaissance que nous avons sur les images est une conséquence de la connaissance que nous avons de notre corps. La fabrication des images est une conséquence de la connaissance que nous avons de notre corps. Et vous avez aussi James Emerson, qui est un sociologue américain du XIXe siècle, qui nous dit, dans Société et solitude, toutes les images, tout ce qui nous environne, de toute façon, tout ce qui nous environne, ce sont des images de mon appareil corporel. D'accord? Et cette notion, elle est très récurrente dans la sensibilité contemporaine. Hein, c'est quelque chose... Le roi Gourand, il parle d'extériorisation de la mémoire aussi. Et Alain, le philosophe Alain, qui a beaucoup écrit sur les beaux-arts et sur l'imagination, il me dit que l'imagination est un mouvement, et que l'arc porte en creux la trace de ma main, et que palper, c'est déjà sculpté. D'accord? Donc là, on est dans cette proposition. C'est-à-dire qu'on est dans... L'artiste veut nous mettre dans cet espace juste avant l'utilisation. Ça veut dire qu'après, quand vous faites ces expériences, c'est la proposition de cette conférence, c'est la thèse de cette conférence, il fallait être un peu orgueilleux, c'est quand vous faites ces expériences esthétiques, ensuite, quand vous revenez chez vous, que vous allez au supermarché, etc., vous vous apercevez qu'au moment où vous allez... Il y a une petite séquence dans votre geste quotidien. Il y a une séquence du geste quotidien qui est pure. Il y a une séquence qui est esthétique. Il y a une séquence qui est artistique, en fait. Hein, c'est cette idée-là. Ça, c'est un objet que je trouve intéressant. C'est la chaise, au début de l'invention de la photographie, au début du XIXe siècle, le temps de pose était beaucoup trop long. Et donc, pour faire des photos fixes, il y avait un appui-tête derrière. Donc la personne s'appuyait, appuyait sa tête pendant 20 minutes. C'est comme ça que Nadar a fait les portraits des artistes, etc., de Sarah Bernhardt, de Baudelaire. Donc poser sa tête comme ça pendant 20 minutes pour avoir une photo fixe. D'accord? Mais ça, c'est une empreinte. Pour moi, en tant que plasticien, ça, c'est une empreinte, si vous voulez. C'est une sculpture négative de l'appareil photo. Et moi, je travaille sur ces trucs-là, en fait. C'est-à-dire comment les images, quelle est la sculpture mobilière des images? Quelle est l'empreinte mobilière d'une image? Et en fait, on circule dans des empreintes mobilières autour de nous. On est dans un prisme, en fait, si vous voulez. Et cette idée de prisme intéresse beaucoup les artistes contemporains. Donc là, vous avez Donald Judd avec ses Specific Objects. Et à l'époque, vous avez Robert Morris, un artiste minimal, qui travaille aussi sur ça. Là, c'est la What I Am Box, c'est-à-dire ce que je suis, en fait. Le I, c'est je. En fait, ce que je suis, c'est à la forme d'une boîte.
Ça, c'est la proposition de Robert Morris. Et à partir de cette proposition, qui est un artiste minimaliste aussi, à partir de cette proposition, il va élaborer un langage, hein, les L-beans, les colonnes, etc. Et donc, on est dans cette idée de derrière la forme industrielle qu'on nous vend, il y a le corps. Le corps est toujours présent, en fait. Et donc, dans cet univers qui est complètement lisse, où je reprends l'histoire de François Chevrier, il n'y a plus de substance, il n'y a plus de touche picturale, il n'y a plus de Rembrandt. On est environné de formes industrielles. Dans l'espace urbain, l'espace signalétique, au supermarché, dans nos voitures, tout est lisse, tout est impeccable, c'est la société hygiénique. Dans cette société hygiénique, comment, moi, en tant qu'individu, je reste libre d'un point de vue de ma sensibilité? C'est ça la question importante. Et cette question importante, les artistes contemporains, en analysant le design, nous donnent un regard, vous voyez, sur ce problème. Vous voyez, par exemple, une autre pièce, ça c'est une pièce très récente de Donald Judd, sur l'affordance, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est une sculpture. Alors voilà, je peux me projeter et pas me projeter dessus, en fait. Hein. L'expérience artistique nous fait acquérir, en fait, des compétences sensibles. Et ces compétences sensibles, ensuite, nous pouvons les réutiliser dans le quotidien. Forme ouverte, hein. Voilà un autre exemple. Sabiana Pasca. Quand on voit ça, on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est un fauteuil avec de la paille? Parce qu'on a le réflexe cognitif qui est un réflexe politique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce truc-là qu'il faut comprendre. Quand vous vous dites, ah, qu'est-ce que c'est un fauteuil, je peux m'asseoir, vous êtes déjà instrumentalisé, en fait. Vous êtes instrumentalisé parce qu'on pourrait appeler la politique du projet, en fait. La société industrielle, lisse, capitaliste, marchande, qu'on nous vend. On nous vend du projet toute la journée. Le projet de vie. Il faut un projet de vie, il faut faire quelque chose dans sa vie, il faut ça. Et donc, on arrive avec ça, on arrive avec cet endoctrinement devant la réalité, en fait. Sauf que ce n'est pas un fauteuil. Ça pousse sur la nature, c'est ce que nous dit Sabiana Pasca, ça pousse sur la nature, et donc, elle nous renvoie à la figure, arrêtons-nous de projeter. La seule projection qui vaut, et là je reprendrai le terme d'Augustin Berg, qui est le plus grand géographe du XXe siècle, c'est un très très grand chercheur, Augustin Berg. Je vous recommande de le lire, notamment en Médiance ou d'autres textes. Lui, il parle de trajection. Il oppose à la projection la trajection. Il faudrait parler du proverbe gitan qui dit « La liberté n'est pas au bout de la route, elle est sur la route ». Alors voilà, c'est la différence entre la projection et la trajection. Quand vous faites une expérience, vous faites une expérience. Vous êtes là. Vous n'avez pas à dire « Ah, ça ressemble à un fauteuil ». Non, c'est pas encore un fauteuil. Donc ma réalité, c'est toujours... Le réel, c'est le pas encore. Le présent, c'est le pas encore. Et si vous dites que c'est déjà ce que vous voulez faire dans votre tête, vous n'êtes plus dans la réalité. Vous dites que c'est ce que Deleuze appelle le virtuel. Hein, on passe notre temps dans le virtuel, en fait. Le virtuel, c'est pas l'informatique, c'est cette idée qu'on ait toujours un truc dans la tête. Je vous montre un autre exemple qui est très parlant par rapport à ça, et je vais arriver un petit peu sur les conclusions de cette conférence, par rapport à l'espace. Travail de Joseph Kosuth, oui, c'est très didactique, mais donc cette idée que l'art c'est conceptualisé, c'est dématérialisé avec l'industrie, où est la liberté aujourd'hui? Très bel exemple, Joseph Kosuth, qui est un artiste conceptuel, One and Three Chairs, donc une et trois chaises, 1965. Joseph Kosuth expose une vraie chaise, une photo de la chaise et une définition de la chaise. Et cette œuvre est effrayante. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en dehors de ces trois choses, en fait, en dehors de ces trois définitions de la chaise, il n'y a pas de chaise. Et nous, expérience, nous, spectateurs, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous voyez cette installation dans la réalité, moi j'ai déjà fait l'expérience, vous êtes confronté à ce qui se passe entre les définitions. Vous faites l'expérience des intervalles, vous faites l'expérience du vide, vous faites l'expérience de l'espace. Donc, l'espace réel se situe entre les définitions. Et comme disait Wittgenstein, le philosophe conceptuel, tout ce qu'on ne peut énoncer, tout ce que l'on ne peut énoncer, il faut le taire. D'accord? Ça veut dire que la réalité, en quelque sorte, échappe au langage qui essaye de la cerner. Et l'expérience esthétique nous permet de rester dans la réalité. En fait, on est dans la réalité. On est tout le temps dans la réalité. Mais le langage, en permanence, nous donne des repères qui nous en sortent, et pour y rester, il faut circuler. C'est ce que nous dit cette œuvre. Et donc, je vais terminer sur ces notions. C'est que dans mon travail, moi, mon point de départ a été ce truc-là. C'est que je me suis rendu compte, un jour, je me suis rendu compte bêtement
que lorsque je tapais sur une machine à écrire, en fait, avec de l'encre, je tapais fort, en fait, pour écrire quelque chose. Si je tapais fort ou pas fort, mes lettres, mes lettrages, en fait, étaient plus ou moins forts, plus ou moins imprimés, en fait. Donc il y avait une continuité indicielle, en fait, entre la pression de mon geste et ce qui s'affichait à l'écran. Quand vous êtes sur votre clavier d'ordinateur et que vous tapez, si vous tapez fort ou si vous tapez pas fort, il y a une coupure indicielle entre votre geste, d'accord, et ce qui s'affiche à l'écran. Et donc j'ai commencé à réfléchir sur ce truc-là. Et je me suis aperçu que si je tape fort sur mon clavier, d'accord, à l'écran, on ne verra pas le résultat, mais mon clavier il va peut-être se déplacer un petit peu sur mon bureau. D'accord? Sauf que ce déplacement n'est pas pris en charge, comme disait Pierre Namier, il n'est pas identifié d'un point de vue politique, il n'est pas intéressant. On a décidé qu'il n'était pas intéressant. On a décidé que ce n'était pas intéressant. On nous a dit, désormais votre geste, il se situe derrière l'écran. Non, non. Il y a une partie de mon geste, d'être humain, sensible. Si j'écris une poésie sur l'ordinateur, que je suis ému, il y a une partie du geste qui va demeurer sur ma surface, sur mon ordinateur, sur la et donc du coup, dans cette société qui est complètement dématérialisée, numérique, lissée, hygiénique, la position des objets dans l'espace va devenir une empreinte, d'accord? Il va y avoir un transfert de la matière à l'espace. L'empreinte, la notion d'empreinte, va se transférer de la matière à l'espace. Et c'est comme ça que j'en suis, personnellement, j'en suis venu à travailler sur des notions de modelage et de modulation. C'est-à-dire que mes touches, j'ai commencé à les mettre dans plein de positions différentes, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un glissement de la notion de modelable à la notion de modulable. Le modelable, c'est la pâte à modeler. Donc, quand je modèle de la pâte à modeler, je fais des traces dedans. Et le modulable, c'est comment je dispose les choses. Et donc, la disposition des choses va faire empreinte. D'accord? Et ce truc-là est très présent, je vais terminer avec ça, parce que, bon, c'est très présent dans le design contemporain. Vous avez ici un designer japonais qui s'appelle Isao Oze, qui travaille sur le bureau informatique, en fait, et sur les placements dans l'espace, en fait, comme ça. Et j'ai trouvé cette phrase, cette citation de Mauricio Vita, qui est un philosophe, qui nous parle de ce designer. Je ne vais peut-être pas tout lire, mais il nous dit, en parlant de ce designer, il nous dit « Ce n'est pas une simple étude ergonomique réductible à un calcul précis des distances et des fonctions, vous voyez, ça serait la politique du projet, mais la donnée anthropologique de notre corporéité qui n'engage pas moins l'univers culturel que l'univers physique. » Et il nous dit « Dans les structures profondes de notre mouvement dans l'espace se niche un schéma archétypique rituel, un système dynamique qui exprime des figures cérémonielles précises, dont la signification se perd dans les œuvres brumeuses de notre conscience historique et affleure de nouveau dans les gestes, les intervalles et les postures que le corps dessine dans les situations les plus petites et les plus quotidiennes. On peut continuer, vous voyez, mais c'est cette idée. La configuration de l'espace du bureau comme espace rituel n'est pas la solution d'un problème conceptuel, qui compte désormais des études, des recherches, des réalisations grand nombre, mais sa définition dans un contexte plus articulé que celui, purement fonctionnel, autre auquel le rationalisme du XXe siècle nous a habitués. J'arrête, mais... Vous voyez, le rationalisme, on vit dans une société qui est très rationaliste, et donc, quelque part, on nous empêche de mesurer l'émerveillement que constitue la nature, en fait. C'est ce départ... pour finir, je vais passer cet extrait de Tous les matins du monde, que j'adore cet extrait parce qu'il montre bien cette notion de trajection, et la conférence s'arrêtera sur cet extrait vidéo. Rendons visite à Monsieur Beaujean. Vous entendez, monsieur? Comment se détache l'aria par rapport à la basse?
Tout ce que la mort déroberait dans sa nuit. Ce sont tous les plaisirs du monde qui se retirent en nous disant adieu. Écoutez le son que rend le pinceau de Monsieur Beaujean. Vous avez appris la technique de l'archet. Êtes-vous en train de marmonner? Je parlais de l'archet de ma viole et je le comparais à votre pinceau. Ce sont des mots que tout cela. J'aime l'or. Les choses mortes rapportent. Monsieur, le secret de notre art est la surprise. Monsieur, sérieusement, voyez-vous que l'or pue? De la même manière qu'au Moyen-Âge, les gens étaient capables de passer 200 ans ou 300 ans, plusieurs générations à se tuer, à faire une cathédrale. Aujourd'hui, nous, on évolue sur des phénomènes complètement sidérants comme ça, où on vit dans l'image et on ne vit plus dans la réalité. Vous avez Thomas de Mande, un artiste contemporain qui est très connu, qui fait des maquettes, qui est très très connu, qui a cette phrase qui est très intéressante. Il dit « Aujourd'hui, il y a plus d'images que de réalité même ».